Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont Blanc. Bienvenue dans Accès Direct, votre émission en direct justement sur les réseaux sociaux, sur la télé. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec notre sommaire. Ce soir, il sera question de formation pour les étudiants avec notre première invitée, Virginie Retzer du Club des entreprises de Savoie-Mont-Blanc. Ensuite, nous parlerons d'un beau projet, de très belles images, de belles montagnes, le tout conjugué au féminin avec nos deux invités, Tania Naville et Laetitia Roux, qui seront avec nous d'ici quelques minutes. Enfin, nous parlerons innovation éco-responsable avec Guillaume Linossier, l'un des créateurs de Saloa Shoes. On y revient en cette fin d'émission. Mais tout de suite, vous connaissez le principe, on commence avec les titres. Et cette semaine, c'est Fanette qui s'y colle. Bonjour Fanette. Bonjour Manu. Et tout de suite, on va... Tu vas reprendre un micro parce que tu n'as pas un bon micro. Alors on va commencer dans le vif du sujet, voilà, avec un bon micro. Et on va commencer avec les titres comme on le disait. Et les chronos d'or, on l'évoquait hier soir, Seb y était. Voilà, Seb y était avec Mariette Guinet, donc ils nous ont proposé des lives d'ailleurs sur Instagram, etc. Donc là c'est le résumé, c'est 11 trophées remis aux meilleures skieuses et skieurs de la saison, donc on fera le point. Et puis, il sera question de secouristes dans les écoles. Voilà, ça se passe du côté de Valloire. Ça fait 10 ans que les pisteurs secouristes se rendent dans les classes de CM1, CM2 pour apprendre les risques d'avalanche, etc. Aux plus jeunes. Et puis aussi les gestes de premier secours. Donc, vu que les risques d'avalanche sont très élevés, on en parlera également dans le JT, c'est l'occasion de faire un peu de pédagogie. Merci beaucoup Fanette, on y revient dans quelques minutes. Mais tout de suite, je te garde et on commence la revue de presse. Ce soir, tu nous as trouvé un article qui laisse un peu songeur, qui laisse un petit peu fantasque presque, avec peut-être la fin des bouchons à Chambéry. Alors en tout cas, c'est l'idée de cet aménagement. En fait, c'est le péage nord de Chambéry qui va être revu. Donc tu as souvent l'habitude de le prendre. Tu sais, ça peut être très compliqué. Et donc il y a plusieurs aménagements. Donc je vais essayer de résumer un petit peu. Il y a une voie d'accès spécifique pour ceux qui vont aller à Aix-les-Bains avant le péage qui va être faite. Et puis sur la partie autoroute, en fait, ils vont séparer les voies entre ceux qui vont aller à Lyon. Donc ça sera les voies existantes. Et ils vont créer une voie qui va aller du côté d'Annecy. Donc ça va partager, disons, le péage en deux. Il y a aussi un nouveau parking de covoiturage qui va être réalisé. L'entrée de la zone des Landiers qui va être décalée. Et la 2x2 voies va devenir une 2x3 voies. Donc voilà, ça va normalement fluidifier un peu le trafic parce que sur ce péage, 50 000 voitures chaque jour. Donc c'est assez colossal. Ah oui, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, et de faire quelques reportages. C'est l'idée et ça, c'est à lire dans l'Essor Savoyard, l'édition de Savoie. On enchaîne avec un bel hommage. Un bel hommage puisque, tu le sais, David Poisson est décédé au mois de novembre dernier dans un entraînement. Et donc sa station, Pézé-Valandry, évidemment, ne l'oublie pas. Et donc pour lui rendre hommage, ils ont créé une course qui s'appelle Ski Caillou. Caillou, c'était le surnom de David Poisson, qui aura lieu le dimanche 22 avril. Donc les participants sont invités à chausser leur ski caillou. Donc je ne sais pas quel style de course ça va être, mais ça peut être plutôt rigolo. Et donc c'est un hommage assez sympa à ce grand skieur. Merci beaucoup Fanette. Et toi peut-être? On parle de la tienne ou pas? Donc on va parler des Jeux, mais destination 2026. Voilà, mais moi tu vois, les JO ça vient de finir, mais pourtant j'ai envie d'y retourner encore un petit coup. Et samedi soir en fait c'était la date butoir pour les villes qui se disent intéressées donc pour accueillir les JO en 2026. Et quelle ne fut pas la stupeur du CIO que de voir 7 pays postulants. Alors c'est une première, parce que la campagne l'année dernière, je vais y arriver, la campagne pour 2022 était très décevante et notamment plombée par le retrait successif de plusieurs favoris. C'était en 2015, l'affaire s'était réglée à deux entre Pékin, l'immense Pékin et ses énormes moyens, et la petite Almaty. Almaty, c'est où ? C'est l'ancienne capitale du Kazakhstan, mais c'est pas grave, c'est Astana depuis 1997. D'ailleurs, la décision du CIO avait été très controversée à l'époque, mais bon, trêve d'éternuement. Aujourd'hui, c'est classé et aujourd'hui, donc, la ferveur olympique semble avoir conquis tous les continents. Alors, ça commence avec l'Autriche qui se présente avec la ville de Graz, le Canada avec Calgary qui avait déjà donc accueilli les JO en 88, l'Italie avec Cortina d'Ampezzo, Turin et Milan, donc Turin, c'était en 2006. Le Japon, avec Sapporo, qui là aussi remet le couvert parce que Sapporo avait déjà accueilli les JO, c'était en 72. Tu
t'en souviens, bien sûr. La Suède avec Stockholm, là ça remonte un peu plus parce qu'elle avait été déjà également ville hôte des JO, mais c'était en 1912. La Turquie avec Erzurum et la Suisse avec Sion. Donc prochaine phase, c'est le dialogue jusqu'en octobre avec justement les différentes villes requérantes. Puis enfin viendra la candidature officielle qui durera jusqu'en septembre 2019, date où on connaîtra justement la ville qui accueillera les JO en 2026. Et puis, il n'y a pas d'âge pour accomplir un exploit et ces grands montagnards vont nous le prouver. Exactement. On prend de la hauteur, comme pour reprendre l'une des expressions fétiches de François Pirot. Je suis sûr qu'il est en régie, il doit avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, enfin s'il a des cheveux. Direction les plus hautes montagnes du monde et qui sont très convoitées par la vieille garde, notamment un certain Marc Bâtard. Alors, pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas, c'est un des plus grands himalayistes français. Il a gravi déjà 2 fois l'Everest, dont une fois en solitaire et sans oxygène, et dans les 90, il a gravi 4 sommets à plus de 8000 mètres en moins de 9 mois. Aujourd'hui, il remet ça et il veut s'offrir son 3e Everest, donc pour ses 70 ans, et bien sûr sans l'utilisation de l'oxygène. Alors pour le moment, c'est prévu en 2022. Pour l'instant, il revient du Kilimandjaro, il s'est senti en pleine forme, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, on le garde à l'œil bien entendu. Et puis sur cette photo, c'est Carlos Soria, alors lui a 79 ans, et puis depuis plus de 25 ans, il tente le challenge des 14 sommets à plus de 8000 mètres d'altitude. Pour l'instant, il en est à 12. Il lui reste donc le Shishapangma et le Dhaulagiri. Le Dhaula qui compte bien grimper d'ici quelques semaines à peine, il vient de partir en famille pour Katmandou. C'est sa 8e tentative sur ce sommet, donc il la connaît bien cette montagne, donc on lui souhaite bonne chance. Pour rappel, il n'y a que 31 personnes dans le monde qui ont réussi à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres sur la planète, donc il deviendra l'un des tout grands monsieur, si ce n'est pas déjà le cas. Merci. Merci Fanette, je te laisse repartir en régie, cette fois c'est la bonne. Et puis j'accueille notre premier invité, justement, Virginie Retter. Bienvenue. Virginie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes du club des entreprises Savoie-Mont-Blanc. Alors on va resituer, ça fait partie, ou en tout cas ça bosse avec l'université Savoie-Mont-Blanc et c'est pour permettre à beaucoup de jeunes justement de faire une passerelle entre l'université et le monde du travail, et ça depuis pas mal d'années déjà. Vous avez tout dit. Bon, ça c'est fait, on passe à la suite. J'ai encore pas mal de questions. Donc effectivement, c'est une association qui est née en 1991 à l'initiative de chefs d'entreprise de Haute-Savoie qui se sont associés à des enseignants à l'époque de l'IUT d'Annecy pour créer ensemble une nouvelle formation qui s'appelait l'IUP Commerce-Vente, avec comme idée de coproduire entre enseignants et entreprises des formations adaptées aux besoins des entreprises. Et c'est né comme ça. Donc cette association a grossi avec les années, jusqu'à devenir aujourd'hui une association qui accompagne toute l'université Savoie-Mont-Blanc, donc qui s'appelle donc aujourd'hui le Club des entreprises de l'université Savoie-Mont-Blanc. Et effectivement, on va dire que son métier, pour faire simple, c'est de connecter. On est vraiment sur un métier de go-between, si je puis dire, entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire, à savoir les étudiants et les étudiants, évidemment. Alors finalement, c'est de la mise en commun, c'est ce qu'on peut appeler couramment du réseautage, et s'assurer finalement que tous ces étudiants qui pour l'instant sont très scolaires puissent se rendre compte et trouver des contacts directement dans les filières qui les intéressent. Alors c'est trouver des contacts, c'est trouver des stages, c'est trouver des missions en alternance, c'est rencontrer des professionnels grâce à toutes sortes d'événements que nous organisons pour mélanger les deux publics. C'est vraiment une espèce d'agitation de l'écosystème pour que l'entreprise ait le courage de rentrer à l'université, parce que ce n'est pas forcément évident de comprendre comment fonctionne l'enseignement supérieur. C'est un peu opaque souvent pour les entreprises. Les entreprises, elles ont un énorme problème de recrutement. Donc pour elles, c'est très important d'identifier le potentiel préparés dans les formations universitaires de manière à les recruter plus tard, à les prendre évidemment déjà en stage ou en alternance, mais pour elles, c'est vraiment une bonne façon de repérer des talents très en amont. Alors pour cela, il y a différents temps forts qui sont organisés tout au long de l'année. Alors
au-delà justement de la mise en réseau, comme on disait, entre ces étudiants et ces entreprises, il y a des temps forts et des moments clés dans l'année. Absolument. Alors en fait, on fait 3 types de métiers, pour dire vrai. On organise des choses très discrètes que personne ne voit, mais qui sont des occasions de faire se rencontrer les professeurs, les enseignants-chercheurs et les professionnels, de manière à faire progresser les cursus. C'est-à-dire, on fait rentrer des gens comme vous, par exemple, comme professeur vacataire. Vous pouvez venir donner des cours à l'université. J'y penserai. En journalisme, pourquoi pas. Donc, tout à fait sérieusement, on propose aux entreprises d'envoyer leurs cadres comme professeurs vacataires, donc sur des sessions de cours courtes bientôt, bien sûr. On leur propose de venir comme jury, on leur propose de venir participer à ce qu'on appelle dans le jargon des conseils de perfectionnement pour faire évoluer les contenus pédagogiques, pour créer de nouveaux diplômes, pour passer certains diplômes en alternance. C'est-à-dire qu'on fait vraiment rentrer les pros à l'intérieur du moteur universitaire. Moi-même, je siège, par exemple, dans les comités de direction de chaque école, de manière à bien comprendre les besoins des enseignants et aussi à faire remonter les besoins des entreprises. Ça, c'est notre premier métier. Notre deuxième métier, c'est effectivement de pourvoir les étudiants en offre de stage et d'alternance grâce à des remontées d'informations que nous obtenons de la part des entreprises. On diffuse 4000 calendriers des stages, on diffuse autant de catalogues de l'alternance. On incite beaucoup les entreprises à nous faire remonter leurs offres pour les donner aux étudiants. Et en troisième temps seulement, on organise des événements, c'est-à-dire c'est la partie la plus visible de l'iceberg, qui consiste à avoir des temps forts, comme vous dites, toute l'année, permettant aux entreprises de rencontrer les étudiants dans des formats complètement divers et variés, puisque ça va d'une semaine de l'entreprise, qui est organisée chaque année au mois de novembre, en passant par un job dating de l'alternance qui va avoir lieu là très prochainement le 31 mai, des conférences métiers comme il y en a une ce soir par exemple à Polytech, des déjeuners avec des DRH comme il y en a eu, il va y en avoir un demain à l'IUT d'Annecy. Donc en fait des événements, il y en a tout le temps, répartis sur les différentes écoles et répartis sur les 3 campus. Alors aujourd'hui, vous avez une centaine à peu près d'entreprises membres, un carnet de contacts qui s'étoffe d'année en année, près de 15 000 contacts de professionnels. Oui. Concrètement, c'est vous qui allez chercher ces entreprises ou c'est les entreprises qui sont demandeuses, qui viennent vous voir pour essayer justement de recruter leur main-d'œuvre de demain? Alors en fait, il y a 2 cas. Les entreprises membres ne sont qu'une centaine parce que ce sont des mécènes de notre action. Ce n'est pas un club de service aux entreprises. Les entreprises qui sont membres de notre club sont des entreprises qui veulent financer une action de rapprochement entre monde universitaire et monde professionnel avec une idée vraiment de mécénat et de responsabilité sociétale. Elles ne sont pas forcément intéressées au premier chef, même si bien sûr elles profitent également de notre carnet d'adresses avec les étudiants, c'est évident. Bien sûr. À côté de cela, nous travaillons avec tout l'écosystème de Savoie et de Haute-Savoie, c'est-à-dire que toute entreprise qui a besoin d'un stagiaire, d'un alternant, qui veut rentrer en contact avec l'université d'une façon ou d'une autre, est invitée à le faire sans forcément être membre du club. Donc ce réseau de 15 000, il va bien au-delà des 100 entreprises membres. Ok. Voilà. Pour les gens qui seraient intéressés, les étudiants, s'ils nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'il y a une démarche particulière pour contacter justement ce club des entreprises? Alors les étudiants, ils sont d'office membres du club dès lors qu'ils sont dans une école partenaire. Donc il n'y a aucun souci, ils le sont tous, ils sont informés généralement dès la rentrée de l'existence d'un club dans leur école, puisque nos collaboratrices travaillent dans des antennes qui sont réparties dans toutes les composantes de l'université Savoie-Mont-Blanc. Sur les différents campus. Voilà, donc il y en a à l'IUT d'Annecy, à Polytech, à l'école d'ingénieurs, donc à Polytech Annecy-Chambéry, à l'IAE Savoie-Mont-Blanc, à la faculté de droit, à l'IUT de Chambéry. Enfin voilà, ils sont répartis dans les différentes antennes. Les étudiants sont donc au courant de l'existence du club et en fait, ils viennent nous voir en cas de besoin. La plupart du temps, plutôt quand on s'approche de la date de leur stage. Voilà. Mais également, nous pouvons les rencontrer à l'occasion de modules d'insertion professionnelle que nous animons dans certaines écoles pour leur apprendre comment se comporter. Aujourd'hui, vous savez que les entreprises recrutent beaucoup plus sur le savoir-être que sur l'unique savoir-faire. Donc on essaye de leur expliquer ça, de leur mettre beaucoup de séances d'entraînement. On fait des training job café, donc où ils s'entraînent avec des vrais recruteurs, mais à des faux entretiens d'embauche, de manière à apprendre petit à petit à se comporter, à faire leurs armes. Et donc, ils nous connaissent. En principe, s'ils ne nous connaissent pas tout de suite, ils vont nous apprendre à nous connaître au fur et à mesure de leurs besoins. Voilà. Virginie Resga, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et pour toutes ces précisions. Je vous laisse repartir et regagner la régie. Et j'accueille mes invités suivantes.
sur ce plateau notre invité, magazine s'il vous plaît. Et j'ai la chance d'avoir encore des demoiselles avec moi aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Laetitia justement et excusez-moi Tania, vous venez avec un super projet. Expliquez-moi en quelques mots. Alors on va se replonger un petit peu avec quelques images pour voir vraiment de quoi on parle. Mais question bête et méchante, comment vous vous êtes connus à la base? Alors, on s'est rencontrés dans les courses de ski alpinisme. Facile de rencontrer Laetitia. Laetitia qu'on ne présente plus. Et puis moi j'ai commencé à faire des courses de ski alpinisme à moindre niveau. Et c'est vrai que Laetitia essaie toujours d'encourager toutes les participantes de ski alpinisme à continuer, à essayer de monter de niveau et tout ça. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ça doit faire à peu près 5 ans maintenant qu'on se suit un petit peu sur les courses. Alors, vous avez un beau projet, toutes les deux, c'est de finalement féminiser un petit peu le monde de la montagne. Pour cela, il y a des voyages qui sont prévus sur presque tous les continents. Alors, on en revient dans quelques minutes avec quelques petites questions, mais tout de suite, je vous propose un petit extrait pour mieux comprendre de quoi on parle et de la beauté de la chose. Dans beaucoup de sports, on voit qu'il y a de plus en plus de filles qui pratiquent. Dans tous les sports, ils se rendent compte que la pratique féminine est en augmentation. Mais les sports de montagne, je pense qu'il faut continuer sur la lancée, parce que face à la montagne, un homme ou une femme, c'est la même chose, quoi. En fait, quand on se rend compte que des personnes comme toi ou des personnes comme Marion qui ont ouvert des portes, qui dominent des disciplines et tout, ça inspire d'autres femmes, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on essaie de rencontrer justement d'autres femmes inspirantes comme ça pour partager leur histoire, leurs portraits et le faire découvrir aux futures femmes inspirées, aux futures sportives et justement créer des vocations peut-être? Ah ouais, moi il y a plein de femmes qui m'ont déjà inspirée et ouais, j'adorerais, ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup quand même de sportives ou même simplement de femmes dans leur vie de tous les jours qui ont été justement inspirées par des femmes pour créer leur vocation. Et quand elles parlent de pourquoi je suis guide, pourquoi je suis sportive et tout, et souvent dans leur histoire, on retrouve de noms d'autres femmes qui sont soit des grandes sportives, soit des fois la voisine d'à côté. Hein. Le Women's Chemo Project, c'est une grande idée. Alors à terme, ce sera une web-série, ce sera un long métrage. L'idée, elle est partie d'où concrètement, Laetitia? En fait, c'est marrant parce que moi, j'avais un projet comme ça en tête depuis de longues années. Et Tania est venue me parler du Women's Chemo Project il y a de ça maintenant 1 an et demi. Et oui, c'est un projet plus ou moins... Enfin, c'était très très proche de ce projet-là, celui que j'avais en tête depuis toutes ces années. Et je me suis dit, c'est l'occasion. En plus, je suis plus proche de la fin de carrière que du début, donc je me suis dit c'est le moment et puis voilà, je pense qu'on partage, on a les mêmes envies, on partage les mêmes valeurs, donc on s'est dit feu. Je me suis dit c'est l'occasion et en avant. Tania, qu'est-ce qui a donné le déclic de base justement pour lancer finalement toute la machine? En fait, l'objectif, ça revient à plusieurs choses que j'essaye de mener de front, c'est d'encourager les filles à pratiquer les sports de montagne. Donc il y a différents moyens, soit offrir des formations, soit aussi médiatiser. Parce qu'on se rend compte que quand on ouvre un magazine, quand on regarde les web-séries sur le web et tout ça, on se retrouve avec 90% d'hommes qui pratiquent, en tout cas au niveau, qui sont médiatisés. Et on s'est dit, si on veut qu'il y ait plus de filles qui pratiquent, il faut aussi qu'on montre des exemples. Et pas forcément des exemples de championnes, des exemples de femmes un peu ordinaires ou de femmes qui ont des parcours inspirants. Donc notre objectif, en fait, par le Women's Chemo Project, c'est de ramener des portraits de femmes, un peu tout autour du monde, des portraits de femmes différentes, pour que ça donne envie et que ça inspire d'autres femmes à se dire, moi aussi je peux. Moi aussi je peux aller en montagne, moi aussi je peux pratiquer la montagne, je peux pratiquer les sports de pleine nature. À son niveau. On n'est pas obligé d'être champion du monde, on n'est pas obligé d'être le meilleur dans sa discipline ou de faire qu'un seul sport. L'objectif, c'est vraiment de découvrir et de se faire plaisir. C'était un projet sur 2 ans. Aujourd'hui, maintenant, on commence à avoir un petit peu les premiers épisodes qui vont bientôt sortir, si je ne dis pas de bêtises. Comment vous avez régi la chose? C'était en fonction des femmes que vous vouliez croiser? C'était en fonction des spots que vous vouliez mettre en lumière? Je
Je pense que ça a été plus... on voulait parcourir un peu le monde pour ouvrir les esprits sur d'autres cultures, sur d'autres lieux, sur... voilà, vraiment, on voulait aller sur cette ouverture-là. Mais je pense que la logique, en tout cas, de notre réflexion, c'était plus la personne, la fille, le personnage qui était vraiment inspirant, ça partait de là en fait. C'était pas le lieu et après on allait chercher une fille là-bas qui était inspirante. C'était plus, c'est tellement important le côté expérience de cette fille qu'on va rencontrer, le côté, c'est vraiment ce côté relationnel et ce côté humain qu'on voulait mettre d'abord en avant de mettre en avant le spot, même si c'est aussi intéressant sur ce plan-là. Image oblige, forcément, j'imagine que vous en avez dû prendre plein les yeux également. Vous êtes toutes les deux issues du monde du ski alpinisme, forcément, j'imagine que la peau de phoque, ça prend une partie assez importante, j'imagine, dans ce projet. Oui, tout à fait. On parle de skimo pour avoir un nom qui soit un petit peu plus international. L'objectif, c'est d'aller sur tous les sports de montagne. Donc, là, pour l'instant, on a principalement vu des skieuses, mais ça peut très bien être des gens qui pratiquent aussi d'autres sports de glisse, tant qu'on a le côté montagne et pas le côté remontée et tout ça, vraiment le côté nature. Mais la peau de phoque au sens large, en fait, on a envie de toucher un petit peu toutes les approches du ski de randonnée qu'on peut trouver aujourd'hui, parce qu'il y en a vraiment qui sont différentes. Et que ça parte de la compétition, mais justement, c'est pas uniquement axé sur la compétition, pour aller jusqu'au ski touring, au backcountry, à toutes les formes qu'on peut trouver dans la peau de phoque. Mais c'est sûr que c'est le projet. Nous, on utilise ce sport-là pour promouvoir le sport au féminin, mais le projet porte sur le ski de randonnée quand même. C'est un gros projet qui vous prend, j'imagine, une bonne partie de l'hiver. Comment on arrive à combiner ça avec une carrière, Laetitia, de haut niveau quand même ? C'est un énorme projet. Je pense que le début est très dur parce qu'il faut trouver, pour lancer un projet, c'est comme tout projet, il faut trouver le financement, il faut lancer la chose, il faut trouver les personnes avec qui on va bosser. Donc c'est beaucoup de travail au début. J'espère qu'après, il y aura toujours du travail, mais ce sera certainement pas le même. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Aujourd'hui. Avec une carrière remplie comme je l'ai fait, je pense que ça n'aurait pas été jouable. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un peu le moment où j'ai envie de prendre du temps pour ce projet et prendre du temps sur les compétitions s'il le faut pour m'investir à fond dans le projet parce que ça sera compliqué de faire les deux à fond. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de partager mon expérience de toute ma carrière de haut niveau. Je sens que voilà, il va y avoir des changements à l'avenir et si le projet prend, j'ai envie vraiment de prendre du temps pour ce projet et de m'investir à fond. Donc maintenant, ça fait plaisir de voir que le premier épisode va pas tarder à arriver et puis que ça décolle, quoi. Et bien justement, on vous l'annonce, demain même sur notre antenne sur 8 Mont-Blanc, le premier épisode va être diffusé. Alors, c'est, comme on disait, une web-série, quelques petits épisodes. À terme, il y a un long métrage. J'ai envie de dire, c'est pas la même ampleur là tout de suite, c'est du gros travail, il va falloir replonger le nez dedans et faire encore pas mal de boulot, ça va vous prendre pas mal de temps, Tania. En fait, là, le premier épisode, ce qu'on appelle le premier épisode, c'est plutôt l'épisode 0. En fait, on a fait un pilote qui fait un format un petit peu plus court, qui est un 13 minutes. Et à partir de l'année prochaine, viendront sur les chaînes, on l'espère, un 26 minutes. Donc, qui va suivre au moins d'un deuxième. On aura 2 26 minutes l'année prochaine, qui seront des formats beaucoup plus longs pour venir se concentrer plus sur le portrait d'une seule fille et justement son histoire dans le pays et venir vraiment découvrir avec elle ce pays et elle, comment elle en est arrivée ici sur les skis. Ça vous donne des idées un peu déjà pour la suite? Vous êtes à fond là-dedans ou déjà, voilà, ça fait... Ouais, idées, je pense que c'est pas ce qui manque. Après, par rapport, juste pour rebondir sur le travail, on a fait le choix on veut vraiment travailler avec des professionnels, donc c'est pas nous qui allons faire les montages pour les épisodes, c'est pas nous qui... On va bosser avec des professionnels pour faire quelque chose de beau. Et donc ça va être beaucoup de travail pour lui. Mais des idées, oui, on en a plein la tête, c'est pas ce qui manque. Et voilà, on espère qu'on va pouvoir justement faire aboutir toutes ces idées parce qu'il y a vraiment des belles choses à montrer et à partager.
Bon, c'est certes la fin de l'hiver, mais ça ne veut pas dire que c'est les vacances pour vous, du coup. Non, pas du tout. La semaine prochaine, départ pour l'Islande, donc pour tourner normalement le 2e épisode qui arrivera l'année prochaine. Donc oui, ça continue à fond. Bon, c'est pas les vacances, mais ça s'y rapproche quand même. Hein, c'est sûr que c'est plaisant. Je pense que il faut que ce soit ludique et que ce soit sympa aussi à vivre pour pouvoir le sentir dans les reportages. Donc oui, l'objectif, c'est de faire rêver. Donc, Et c'est déjà bien commencé, vous m'avez déjà conquis. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes déjà sur les réseaux sociaux, on me dit dans l'oreillette, qui sont derrière vous, John Anton Millom notamment, qui vous fait des bisous, qui vous dit de continuer à fond. Merci. Voilà, donc on vous donne rendez-vous demain soir, 19h30, sur notre antenne pour le premier épisode. Sinon, ça se retrouve sur Internet. On a une page Facebook, donc pas hésiter à nous suivre ou à nous contacter via cette page. On répond assez rapidement. Et puis on a toujours plaisir à pouvoir échanger avec les personnes qui ont des choses à raconter sur ce sujet. Et on espère bientôt un site internet. Mais si des gens veulent justement nous aider à continuer, on est preneuse. Tout ce qu'on peut vous souhaiter. Voilà. Merci beaucoup, mesdemoiselles, d'avoir été avec nous. On vous souhaite tout le courage et toute la chance du monde pour vos diverses pérégrinations. Merci Je beaucoup. vous laisse repartir et rejoindre la régie. À bientôt. Puis j'accueille mon invité, dernier invité, on en parle. Guillaume Lénossier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des créateurs de Saola, excusez-moi. Pas de problème. Saola Shoes, un concept éco-responsable. Il y a bête et méchant à la base, de reprendre des tissus un peu usagés pour en faire un objet neuf. Et quel objet? Une belle chaussure que vous nous avez apportée ici. Oui. Le concept, il est venu d'où? Comment c'est venu l'idée dans la tête? L'idée, je dirais, est née il y a très très longtemps. Moi, j'ai toujours eu une très grosse sensibilité sur les problématiques environnementales. Et en fait, à la fin de mes études, je me suis dit, je vais aller travailler dans le milieu de l'outdoor, qui pour moi était un milieu qui alliait mes passions qui étaient le sport et justement la nature. Et en travaillant dans cette industrie pendant un peu plus d'une quinzaine d'années, je me suis aperçu de l'envers du décor et de l'impact environnemental, entre autres de l'industrie textile, donc qui inclut aussi le monde de la chaussure. Aujourd'hui, c'est la deuxième industrie la plus polluante qui existe. Okay. Il y a quelques initiatives qui sont prises pour faire évoluer les choses, mais je me suis dit, voilà, il faut mettre la pierre à l'édifice et créer une marque qui ait un vrai engagement environnemental, à la fois au niveau des produits, mais aussi de manière plus globale. Saola Shoes, justement, c'est basé à Annecy. Vous avez commencé sur Kickstarter et force est de constater que ça a déjà pris beaucoup d'ampleur à ce moment-là. Oui, donc on a fait une campagne de financement participatif l'été dernier. On a prévendu à peu près entre 500 et 600 paires pendant cette campagne. Donc, ce qui nous a permis de valider l'intérêt du marché et des gens pour cette aventure. Et ensuite, j'ai intégré en parallèle l'incubateur de l'OSV, qui est aussi basé à Annecy. Donc c'est un programme de 2 ans qui nous permet d'être entouré et d'avancer plus vite sur l'ensemble du projet. Et depuis, donc, on a lancé la marque et notre première saison de vente est ce printemps, donc le printemps 2018. On a livré nos premiers clients, donc les premiers magasins en début du mois de mars 2018. C'est tout frais, tout jeune. Tout frais, tout jeune. Et ce qui est encore plus frais, c'est qu'on a lancé notre site e-commerce aujourd'hui. Donc c'est le site saolashoes.com, qui est disponible pour des commandes en France, en Europe et aussi aux États-Unis, qui est aujourd'hui le marché le principal visé. Sur 2018, à peu près 90% de l'activité est aux États-Unis. Alors on le rappelle, le concept c'est de partir finalement de bouts de tissu qui n'étaient plus forcément exploitables. Alors en fait on a, disons qu'avec la marque Saola on a 2 missions. Donc la première c'est l'éco-conception des produits. Donc quand on parle d'éco-conception, il y a les matières, il y a la fabrication. Donc sur la première saison, donc par exemple avec ce produit-là, on a cherché des matières recyclées. Donc là, le dessus de la chaussure, par exemple, est fait à 100% en bouteilles en plastique recyclé. Ok. On a intégré des copeaux de bois dans les semelles en caoutchouc pour utiliser moins de nouvelles matières.
On a des semelles en liège et avec de la mousse recyclée. Sur la deuxième collection, on a aussi cherché à avoir plus un aspect hiver et cuir. Donc ce sont les produits pour l'hiver prochain. Donc on a aussi trouvé une matière faite en bouteilles en plastique recyclé. Et on est en train de travailler au développement de semelles qui sont faites à partir d'algues. Donc avec un fournisseur qui va dans des points d'eau, donc lacs, rivières, et qui nettoie ces points d'eau d'algues envahissantes du fait des produits chimiques liés à l'agriculture. Et on arrive à utiliser ces algues pour les incorporer dans de la mousse ou dans des semelles. J'imagine que ça doit être quand même la croix et la bannière au début pour trouver tous ces fournisseurs de tissus recyclés, de matières recyclées. Oui, c'est le vrai challenge en termes de développement produit. Surtout dans le monde de la chaussure, il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, très peu d'initiatives de prise. Donc on part de zéro sur pas mal de sujets. Et donc donc on met chaque saison, l'idée c'est vraiment d'avancer, d'améliorer la qualité des produits, de rechercher de l'innovation toujours autour de l'éco-conception et de montrer qu'on peut arriver à mettre en place des produits modernes. Tout en intégrant de l'éco-conception et en étant à des prix marché qui sont positionnés comme des marques concurrentes sur le marché. Justement, c'est à peu près de quel ordre de tarif? Donc là, on est en gros, sur le printemps 2018, on a des prix entre 59 € typiquement pour cette chaussure à 89 €. Donc des prix complètement dans le marché. Aujourd'hui, vous êtes toujours membre de l'OSV, j'imagine. Comment ça se passe pour sortir autant de paires de chaussures? Vous disiez tout à l'heure, plus de 500 paires juste dans la campagne de crowdfunding. Aujourd'hui, vous livrez les premiers magasins. Vous arrivez à suivre le rythme? On essaye. C'est toujours un peu une fine ligne pour y arriver. Mais on a trouvé des financements avec le soutien de la BPI, du réseau Initiative Grand Annecy, de la Banque Populaire du fait de la saisonnalité de l'activité, on est toujours en train de développer des nouveaux produits. Mais les choses se mettent en place. Chaque saison, on est en train de finir la 3e saison de développement. Et on avance pas mal et on est sur des nouveaux projets vraiment intéressants. Et puis en parallèle, la deuxième mission de la marque, c'est de redonner une partie des ventes à des projets environnementaux, là aussi, ça vient compléter l'engagement global de la marque. Donc on a des partenariats avec 3 associations auxquelles on donne 3% de notre chiffre d'affaires. Et vous pouvez choisir l'association qui vous intéresse quand vous achetez les chaussures. Donc on a 3 thématiques qui sont la préservation des océans, préservation de la montagne et préservation de la faune sauvage. Et donc en fonction de votre sensibilité, vous allez pouvoir aider tel ou tel projet environnemental. Vous l'avez compris, si vous cherchez des chaussures tout en faisant une bonne action, c'est vers Sao La Chose qu'il faut se tourner. La boutique donc est en ligne sur Internet et sinon il y a les premiers revendeurs qu'on peut trouver, j'imagine, assez facilement sur le site Internet. Voilà, cette émission est déjà terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Tout de suite, c'est le JT avec Fanette de Buisson. On vous souhaite une très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.